imiter ou voire dépasser le modèle du père. Et en fait, ce modèle, qui est un modèle qu'on connaît bien, qui est un modèle radical au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire un modèle extrêmement de rupture par rapport à ce qui s'est fait avant, ce modèle a été ébréché très très vite, dès l'arrivée d'Ismet Inonu, en 80, par à la fois les héritiers, entre guillemets, normaux et légitimes d'Atatürk, c'est-à-dire toute l'école kémaliste, mais aussi l'autre tradition, c'est-à-dire là aussi kémaliste, mais beaucoup plus opposé, les libéraux, le Parti démocrate, et ensuite tous ceux qui l'ont succédé au travers des années 70 et 80. Et donc, cette espèce de course permanente, qui est à la fois une course d'adhésion, c'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu remettre en cause le fondement, le symbole, toute l'espèce de représentation quasiment les plus cardinales d'Atatürk et de ce que représentait l'œuvre d'Atatürk, et en même temps, tous ses successeurs, encore une fois Inonu, Demirel, avant le Menderes, et même Ecevit à sa manière, sans parler de Turgut Özal, se sont positionnés comme une espèce de différenciation et de remise en cause progressive de ce qu'avait fait Atatürk pendant 15 années où il a dirigé le pays, il a dirigé la République entre 23 et 38. Et encore une fois, tout ça, ça s'est fait progressivement, ça s'est fait parfois beaucoup plus sur la question religieuse, parfois sur la question économique et sociale. Il faut se souvenir d'une chose qui m'avait frappé beaucoup dans une interview qu'avait donnée Bülent Ecevit dans les années 70 à l'Express, où il disait que le problème en Turquie, disait-il, c'était en 72-73, n'était plus le rapport à la religion ou au laïcisme, c'était le problème du développement social. Parce qu'encore une fois, il est réussi là, et il est le premier, de mon point de vue, à créer un système global, ce que n'avaient jamais fait les successeurs de Mustafa Kemal entre 1938 et les années d'arrivée au pouvoir de l'AKP. Vous vous rappelez, donc, 2 ou 3 semaines après l'échec du coup d'État du 15 juillet 2016, Recep Tayyip Erdogan est sur cet espace inimaginable, post-moderne, qui a été gagné sur la mer de Marmara, et il s'adresse, il harangue les foules, il y a une mise en scène terrible qui renvoie à la fois à Mehmet le Conquérant et à Mustafa Kemal, et là, c'était la dimension qui lui manquait, il est Başkomutan, il est maintenant aussi à la tête des armées, et il assume cette nouvelle dimension, et dès lors commence la réécriture de l'histoire nationale. Récemment, il a déclaré, quand même c'est très fort, pour moi, le 15 juillet 2016, c'est aussi fondateur que le 23 avril 1920. C'est-à-dire que l'institution de la première Assemblée nationale à Ankara est... Maintenant, on passe au dialogue. Jean-François. Il place les ponts, les écoles, en faisant une référence au 15 juillet 2016. Vous savez que le pont donc, du Bosphore, déjà le pont du Bosphore est devenu on achetait une chez Eclair que plus sûr. Et c'est dans toute la Turquie. Et ça va très vite aussi, cette réécriture de l'histoire nationale, et qui place Recep Tayyip Erdogan en Başkomutan, qui reformate en quelque sorte ce récit. Elle est diffusée dans les écoles, et pour avoir une fille dans l'école turque, elle a subi le premier jour justement le ASM, cette nouvelle histoire nationale, donc il y a quand même une prétention assez radicale à réécrire Par personne interposée, entre Atatürk et Erdogan, on va peut-être passer à... Est-ce que je peux, l'avantage étant à la tribune, poser la première question? Que pensez-vous de l'utilisation par Erdogan et par Davutoglu, le moment venu, de l'historique de l'Empire? On puise un discours de fierté et de puissance. C'est-à-dire qu'on convoque les grands moments de l'histoire ottomane pour justifier
hein, les grands projets et les grandes ambitions, hein, qu'elles soient régionales, qu'elles soient économiques. Donc il y a une utilisation, hein, de la référence ottomane qui est en lien direct, hein, avec un besoin, un désir de puissance, d'influence, hein, dans l'espace qu'on dit maintenant post-ottoman. Ce que ce néo-ottomanisme a de contenu, est-ce que ça touche au territoire, aux institutions? Ce qui me laisse assez sceptique, est-ce que ce n'est pas seulement un style imaginaire de construction un peu partout dans le pays, mais se référer à l'ottomanisme, c'est automatiquement impliquer l'une des dimensions de l'ottomanisme qui était la multiculturalité de la société, qui, à sa manière, était encore très respectée dans les débuts de la République, puisqu'on avait des députés, des hommes de science grecs, arméniens, etc. Est-ce que c'est concevable aujourd'hui, ce néo-ottomanisme inclut-il cette dimension? Une question et une remarque. Est-ce que cet effort d'écrire ou de réécrire le roman national turc prend racine dans la société, premièrement, et deuxièmement, dans cet effort de modifier les symboles, les références, etc., il y a une dimension où Erdogan a totalement échoué, c'est de revenir sur la décision historique d'Atatürk de couper tous les liens avec le Moyen-Orient et de tourner vers l'Occident. Ces tentatives qui ont commencé en 2004 d'essayer de devenir le leader du Moyen-Orient ont totalement